j'ai vu tes enfants. J'ai pas mal de fun, j'aime beaucoup parler avec les enfants. Alec nous a parlé de sa réaction quand il a appris qu'il avait le syndrome de Tourette. Toi, qu'est-ce que ça t'a fait penser à ce moment-là? Ben, ça m'a fait penser quand moi j'ai eu le diagnostic du TDAH. Quand j'étais jeune, il n'y avait pas de TDAH, il n'y avait pas de dyspraxie, il n'y avait rien de ça. Fait que je me suis tout le temps sentie très différente des autres. Puis moi, j'ai eu beaucoup de... Ça me flattait de savoir que je n'étais pas pareille aux autres. Puis je faisais plein de gaffes, là, je m'enfargeais partout, puis ça, mais je trouvais ça drôle. Puis ça faisait partie de ma personnalité, puis je me trouvais colorée. Puis quand j'ai appris que j'ai eu un TDAH à 30 ans, ben ça a vraiment pété ma balloune parce que là, il y avait d'autres mondes comme moi que je connaissais pas. Puis un peu, c'est ce qu'Alec essayait de dire un peu tantôt, c'est que pour lui, ben il était différent des autres, puis il était content de sa différence. Puis d'avoir une étiquette, ben ça l'explique le pourquoi, puis c'est pas parce qu'il est différent. T'sais. Fait que c'est plus une question d'estime de soi, je pense. Ouais. Je pense que c'est la chose la plus importante, puis c'est ça, je travaille beaucoup avec les enfants qui aient une estime d'eux positif. Ouais. Malgré tout, puis c'est pour ça que chez nous, on parle le syndrome de la Tourette, dyspraxie, TDAH. Moi, Yoann, je l'ai inscrit dans les activités avec les enfants normaux, si on veut, là, presque tout le long. Seulement l'année passée, là, que la différence, elle devenait trop grande. Mais moi, ils ont toujours été dans des milieux ordinaires, puis je travaillais avec eux la façon d'expliquer puis de voir leurs différences. Fait que Yoann, il jouait au soccer, il était pas très bon. Mais il aimait ça jouer au soccer, puis garde, toi t'es pas bon parce que t'es dyspraxique, puis ça demande beaucoup plus d'efforts pour toi, puis tu te fatigues plus vite, etc. T'sais, fait que depuis qu'ils sont petits, je travaille ça, puis s'il y a une affaire, j'ai réussi en tant que maman, je pense. Malgré toutes les étiquettes qu'on a chez nous. TDAH, dyspraxique, Tourette, ça en fait beaucoup. Ouais. C'est ça. Mais c'est le fait que mes enfants ont quand même un bon estime d'eux-mêmes. T'sais, je regarde Alec, Yoann, ça s'en vient. Mais Yoann est dans une phase un peu plus il rentre à l'adolescence, là, fait qu'il essaie de trouver sa place, puis ça, c'est plus difficile, surtout avec les relations avec les pères, parce qu'il y a comme une catégorie, si tu veux, de symptômes qui sont un peu différents d'Alec. Mais je travaille super fort avec les enfants, puis je pense que c'est ça qui est important. Fait que c'est pour ça que j'hésite pas à aller chercher de l'aide. Les deux ont vu des psychologues, etc. Il y a tout le temps un spécialiste chez nous qui vient pour les aider sur des points. Puis toi, comme mère, tu te sens pas une mauvaise mère pour autant, là? Ben non, au contraire, je pense que, je donne un exemple, Yoann, parce qu'il vit beaucoup de colère, on a rentré un système de volcan. Puis ben on l'a expliqué, Yoann a compris comment que la colère, puis tantôt tu parlais de construction, de build-up un peu, mais comment que ça se produit, puis qu'est-ce qu'on doit faire à chaque étape. Puis à un moment donné, ben, quand ça explose, ben là, il y a une valise de solutions. Puis il faut qu'il choisisse sa solution. Puis moi aussi, je suis quelqu'un qui tombe en colère rapidement. Là. Puis ben, cet outil-là, on l'a intégré dans la maison. Puis là, tout le monde l'utilise un peu. Là, ça devient un outil familial. Puis moi, seule, je ne serais jamais arrivée avec cette solution-là. Fait que je me sens pas incompétente du tout. En fait, je me trouve super bonne d'aller chercher de l'aide. Ben, c'est vrai que c'est difficile dans le sens où ça demande beaucoup de temps. Ça coûte des sous, fait que c'est un choix familial d'investir là-dedans, c'est certain. Par contre, ça amène du bon à tout le monde dans la famille. Puis ça nous permet de nous comprendre, puis de justement régler un peu les interactions qu'on a, le familial. Fait que non, c'est bon. J'aimerais ça revenir sur quelque chose que Alec nous a raconté tout à l'heure, notamment sur son anxiété. Ouais. Tu te souviens, il a dit, là, j'allais au Collège Saint-Sacrement, puis j'aimais beaucoup le Collège Saint-Sacrement, puis soit dit en passant, j'ai déjà enseigné au Collège Saint-Sacrement il y a longtemps. C'était un beau collège. Mais donc, Alec, lui, il se trouvait pas anxieux, il dit, moi, c'est mes parents, là. Il m'a pas dit, mais c'est mes parents qui capotent, mais c'est un peu ça qu'il voulait dire. Ah ouais. Alors, toi, comment tu voyais qu'il était anxieux? Parce que tu as écouté aussi l'explication que j'ai donnée tout à l'heure, que souvent les parents interprètent des gestes que font les enfants comme étant l'expression de l'anxiété, alors qu'eux autres n'en vivent pas. Puis quand ils sont rendus plus vieux... en vivent, non? Ben, quand ils sont rendus plus vieux, ils n'ont pas le souvenir d'avoir eu une vie d'anxiété. Alors qu'un vrai anxieux
Oui, il sait qu'il a été anxieux pendant toute sa jeunesse. Là. OK. Alors moi, j'aimerais ça que tu réagisses à ça. Ouais, il est fâché contre moi parce que je l'ai sorti du collège. Mais non, Alec, ben d'abord les troubles de sommeil. Il a toujours eu des troubles de sommeil, sauf que là, en fait, quand il est rentré, même en secondaire 1, il a mis le pied dans l'école. C'est une école qui a beaucoup, beaucoup de règles. Oui, OK. c'est une école privée. Puis Alec est totalement désorganisé. Il n'y a pas de structure, etc. Ça lui demandait beaucoup d'énergie de répondre aux exigences. Ce qui fait que le trouble du sommeil a été affecté x10. Au lieu de prendre 1 heure et demie s'endormir, ben, des fois ça fait prendre 3, 4, 5 heures avant de pouvoir s'endormir. Fait que je dirais que ça c'est. Puis il pensait à l'école dans sa tête beaucoup parce que j'allais le voir pendant qu'il est supposé en train de s'endormir. Puis là il paniquait parce qu'il ne s'endormait pas, mais il pensait beaucoup à l'école. Ensuite, il y a les périodes d'examen. Alex, il excellait au primaire, puis rendu au secondaire, là, ses notes ont chuté. Puis Alex, c'est pas un manque de connaissances, il n'y a pas de problème d'apprentissage, il y a un problème de beaucoup de livraison au niveau des examens. Puis il était stressé la veille des examens, il était stressé aux examens. En plus, le stress augmentait ses tocs, fait qu'il y a des examens qui finissaient pas parce que quand il écrivait, il passait son temps effacé pour que son écriture soit belle. Ce qui fait qu'en finissant pas les examens, t'as beau avoir 100%, mais si t'as rempli 50% de l'examen, t'as 50%. Ce qui est arrivé dans le cas d'Alec. Mais ceci étant dit, on pourrait notamment intervenir à l'école. Je ne veux pas qu'il retourne au Saint-Sacrement, mais je dis ça souvent... dépend de l'ouverture des écoles. C'est sûr que ça... C'est la raison pour laquelle j'ai sorti Alex, c'est que les mesures d'adaptation à cette école-là, ils ont choisi de le faire, c'est correct, mais n'étaient pas adéquats, je dirais, pour les difficultés d'Alec. Ah, OK. Mais c'est vrai, mais c'est une des choses. Ouais. Dans une école publique, effectivement, les directions d'école sont plus à même de répondre aux attentes des parents, surtout des enfants qui sont différents, un peu comme ça. Ouais. Et donc, ils ont l'obligation de répondre aux besoins de l'enfant. Les collèges privés aussi, soit dit en passant. Mais on peut quand même imaginer qu'ils ont d'autres impératifs puis qu'ils veulent suivre un peu plus les règles qu'ils ont imposées à l'ensemble de leurs élèves. Mais justement, un enfant qui remplirait la moitié de son examen, on pourrait suggérer, par exemple, le professeur pourrait dire, tu vas répondre à un numéro sur 2. Puis moi, je vais te considérer comme un numéro sur 2. Parce que c'est pas une... Ou je vais te donner plus de temps. Mais en fait, on a le droit à un tiers du temps, mais souvent, un tiers du temps, c'est pas assez. C'est pas assez. C'est pas assez. Des fois, ça représente 20 minutes de l'examen. Que quand Alec efface, ben souvent, je veux dire, le temps est perdu là, il n'y a pas le temps de se réviser. Donc, l'anxiété, je la voyais beaucoup, c'est ça, aux examens, les matins d'examen. Les tics qui ont amplifié, en fait, c'est quand il est rentré en secondaire, à la fin de son secondaire 1, là, que je trouvais que, dans le temps, c'est plus au niveau de l'Asperger, que je le voyais, mais je trouvais que les comportements différents, avaient comme amplifié beaucoup. Oui. Avec la rentrée au secondaire. Oui, exactement. Maintenant, ce qui est heureux, par contre, c'est de savoir que Alec, lui, ne le voit pas comme ça. Ouais. Mais effectivement, il peut y avoir, je pense que oui, s'il ne dort pas la nuit ou s'il s'endort plus tard, c'est probablement ça. Mais c'est comme s'il n'en garde pas trop de séquelles. C'est pour ça que mes adultes, quand je leur ai posé la question, est-ce que quand vous étiez jeune, vous étiez anxieux, ils n'en ont pas gardé eux autres non plus de séquelles. Donc, on va dire c'est un passage difficile pour le parent, ça l'est moins peut-être pour l'enfant. Qu'est-ce qui est difficile là, sur les aspects sociaux? Qu'est-ce que tu dirais qui est difficile pour les aspects sociaux? L'impulsivité, c'est difficile. Donc, Johan a mentionné précédemment que souvent, il pouvait frapper son frère, des fois il me frappait moi. Puis c'est pas frapper pour faire mal, c'est vraiment... Il passe, il donne un coup, ça n'a rien à voir, il n'y a aucune agressivité dans la plupart du temps, à part quand je chicane avec son frère. Mais on appelle ça une compulsion. C'est pas un tic directement, mais une compulsion. Faut toucher. C'est comme une obligation, faut toucher. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Ça fait vraiment partie des compulsions du syndrome de Tourette. OK. Fait que ce qui est difficile avec les amis, c'est sûr que quand ils sont à jeune âge, qu'ils sont au primaire, etc., c'est difficile de gérer les relations interpersonnelles avec les ennemis au niveau social quand que non seulement tu passes à côté puis tu donnes un coup, mais la même chose, la lecture des situations est difficile.
C'est-à-dire qu'un enfant qui va accrocher Yoann parce qu'il n'y a pas assez de place pour passer, lui va prendre comme si la personne voulait faire du mal. Donc, il a fallu qu'on travaille très fort avec Yoann là-dessus. Ce qui fait que les amitiés, c'est très difficile. Les parents ne laissent pas beaucoup les enfants aller jouer chez d'autres enfants. Pendant les anniversaires, nous, on fait tout le temps des parties à la maison, parties de fin d'école, parties d'ici, etc. Puis il n'y a pas beaucoup d'enfants qui viennent. Principalement parce que les parents ont peur de sortir ou d'envoyer leurs enfants parce qu'ils sont gênés. Parce qu'ils ne sont pas autonomes, parce que les parents sont toujours à côté d'eux et ils ne peuvent pas les laisser dans une fête. Donc, ce qui fait que d'avoir des relations en dehors de l'école, ben ça devient un peu difficile. Fait que toi, dans le fond, tu recommanderais, même au contraire, que les enfants qui sont dans des écoles spéciales comme ça, mais ils se constituent le réseau d'amis, même si les amis sont plus loin. Exactement. Puis, moi, je pense aussi ça. Je me souviens, on avait des rencontres à tous les vendredis, dernier vendredi du mois, je pense, à Sainte-Justine. Puis c'est les parents qui étaient là, qui venaient, puis des fois, il y avait des conférences. Mais là, c'était un papa qui nous parle de son fils, puis des difficultés sociales qu'a son fils. Puis qui nous dit, tu sais, moi, j'ai acheté les enfants de mon fils. J'ai acheté les enfants de mon fils parce que moi, j'avais une piscine. Je les invitais, ils ne venaient pas pour mon fils parce que les relations étaient difficiles, il y avait de la difficulté. Fait que je les ai achetés, venez-vous-en, j'achetais des chips, je les amenais au cinéma, puis venez-vous-en, puis moi, j'ai acheté les amis de mon fils toute sa vie. Mais je peux-tu vous dire aujourd'hui que ces amis que j'ai achetés là, quand il avait 7, 8, 9 ans, aujourd'hui, mon fils a 26 ans, puis il a encore ces mêmes amis-là. Je vous garantis que c'est pas moi qui les achète. Mais c'était comme pour nous dire, quand les amis finissent par comprendre un peu l'enfant qui est différent, ils finissent par accepter aussi comme il est. Fait que quand le père nous a dit ça, moi j'ai encore le même... J'ai encore le même fils, qui a encore des... Mais il y en a plus. C'est sûr que ça disparaît beaucoup, les difficultés sociales, quand on vieillit. Mais il reste que ça nous a fait sourire. On a dit, écoute, moi, j'hésite plus. Dans ton cas, achète-les les enfants. Achète-les les enfants, tu vas dire à la mère, on va aller chercher votre garçon, on va faire telle activité. Puis si tu peux effectivement créer des liens avec des enfants, surtout qu'il y en a encore pour 2, 3 ans, 4 ans à la même école, jusqu'à 16 ans, tu m'as dit. Hein? Alors, il y a 3 ans au moins, certainement. Mais moi, je pense que ça peut valoir la peine. Puis même au-delà de l'école, les amis, ils continuent de se voir au-delà de l'école. Tu pourrais aussi avoir ça. Surtout quand ils se voient juste à l'école, il y a déjà un cadre. Mais les relations... mais comme tu vois que les autres parents sont peut-être trop protecteurs, mais tu peux peut-être les aider à l'être moins si je sais que tu en fais beaucoup, mais juste une coche de plus pour aller les chercher, puis créer ces liens-là. Puis peut-être même éventuellement dire, écoute, envoyer ton gars pour une nuit au moins chez ses parents-là, pour qu'eux autres aussi développent ce même goût d'avoir des relations. Je m'ai parlé des vols de Yoann, mais moi, je pense pas que ce soit des vols. Là, mais dis-moi comment tu vis ça, puis qu'est-ce que tu voudrais faire? Qu'est-ce que c'est qui t'achète avec ça, toi? Ben, Yoann, je pense pas que c'est un vol. C'est de l'impulsion de prendre quelque chose qui souvent n'est pas à lui. On va le définir comme ça. Quand il était jeune, ben ça me dérangeait moins, je voyais pas l'impact, puis tu sais, bon, je disais c'est pas à toi, on le remet là, c'est à ton frère, ou c'est le prix chez une amie, bon, on va aller reporter chez l'ami, etc. Mais là, en vieillissant, il acquiert beaucoup d'autonomie. Puis je suis plus là, puis c'est peut-être pas moi qui va se rendre compte des choses qu'il a prises, puis j'ai commence à avoir un peu peur que ça soit un policier, que ça soit, tu sais, qu'il y ait des implications, je dirais, plus sociales et légales comme conséquence des choses qu'il prend. Pour l'instant, ça reste encore très anodin, mais ça veut pas dire qu'il va pas rentrer dans un magasin, prendre quelque chose, partir avec, puis qu'on va l'accuser de vol. Tu sais, fait que j'ai cette inquiétude-là, puis je sais pas vraiment quoi faire à cette stade-ci, il en est conscient. Mais comment, tu sais, c'est une impulsion, là, il s'en rend compte après. Ben,
Ouais. comme cette semaine, il est arrivé avec une grosse pile, ça, grosse qu'il a pris dans l'autobus. Ouais, Donc, des c'était dépliants des d'autobus. dépliants d'autobus, la pile était grosse comme ça, puis c'est toute la même. Là. Je veux dire, Ouais, c'est ouais. pas, sont pas différentes. Là. Il a Puis pris la pile. c'est clair que c'est pas un vol, là. C'est juste. Ben non, c'est il ça. avait le goût de le Il prendre. avait le goût de le prendre, il l'a pris, puis quand tu lui demandes, ben, pourquoi tu as pris ça? Je sais pas. Je sais pas. Ouais. Fait que moi, c'est plus les conséquences, Ouais. parce Mais- qu'il prend son autonomie, puis à un moment donné, tu sais, sa mère sera plus tout le temps là. Oui, d'accord. Mais écoute, moi, je l'ai décrit ça, déjà. C'est des compulsions. C'est des compulsions, en fait. Un peu comme il faut qu'il touche, puis des fois, il faut qu'il touche d'un bord, il faut qu'il touche de l'autre. Ça, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de rationnel derrière ça. C'est des compulsions. Fait que, oui, il faut y apprendre à s'en rendre compte. Puis quand il s'en rend compte, à aller trouver la solution. Pas trouver la solution, mais aller s'excuser ou aller reporter l'objet en question si c'est un objet. Ou... Je vais encore raconter une anecdote assez amusante, là. Puis c'est encore ma Catherine dont je parlais tout à l'heure qui dit moi, Francine, a dit un bout de temps, là, je pouvais pas prendre l'avion parce que j'avais comme développé un tic, puis mon tic c'était j'ai une bombe. Elle dit, tu peux pas dire ça quand tu arrives à l'avion, j'ai une bombe. OK? Fait qu'elle dit, je pouvais plus prendre l'avion, ça n'avait pas de bon sens. Fait que là, je suis allée voir le docteur Dion, qui est un spécialiste du syndrome de Tourette, puis parce qu'elle était adulte. Puis que le docteur Dion lui a fait une lettre comme quoi elle avait le syndrome de Tourette, puis qu'elle pouvait avoir cette compulsion-là de provocation. C'est exactement comme dire des mauvais mots. Là. Ouais. C'est quelque chose qu'il ne peut pas faire. Puis donc, elle se promène avec son papier pour dire j'ai le syndrome de Tourette. Il se peut que je dise quelque chose. Puis ce qui est arrivé, dans le cas de Catherine, à tout le moins parce qu'elle est adulte, à partir du moment où elle a eu son papier, il n'y avait plus d'interdit. Et n'ayant plus d'interdit, elle a pu eu l'inquiétude de le dire. Okay. Fait que juste peut-être de dire à Johan, tu vas te promener avec un papier dans lequel c'est écrit « Désolé, j'ai le syndrome de Tourette, je peux sacrer, je peux voler », puis c'est vraiment toujours un peu une compulsion. Tu pourrais formuler quelque chose, puis à ce moment-là, ben, ça va te rassurer, en tout cas, s'il arrive quelque chose. Tu peux même faire ta propre lettre comme mère, tu n'as pas besoin d'aller voir le médecin pour la faire, mais mon fils a le syndrome de Tourette, puis tu expliques à Johan, parce que lui aussi, il veut pas. Ben non, on le sait, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça donner des coups, il n'aime pas ça sacrer, il n'aime pas ça plus voler. Et ça vient tout seul, c'est comme ça vient tout seul. Fait que c'est comme, bon, OK, tu as ton papier, c'est correct, puis ça peut aider. Puis appelez-moi s'il se passe quelque chose. Lui, est-ce qu'il va penser de donner son papier au moment où ça se passerait? Peut-être pas, mais après coup, ils vont, au moins jusqu'à tant qu'il a 18 ans, ils vont t'appeler, ils vont dire, écoutez, madame, votre fils, il dit, oui, il vous a pas montré son papier. Mais tu sais, c'est comme essayer de trouver. Bon truc, ouais. OK. Merci. Dans le cas d'Alex, c'est un peu son opposition, par exemple. Dans le cas de Johan, c'est sceptique. Est-ce qu'avec l'âge, ça peut diminuer? Ça va vraiment diminuer. Je dirais que la pire tranche d'âge, c'est vraiment 10 à 16 ans. Okay. C'est là qui est le plus difficile. De 10 à 16 ans, on dirait qu'on obtient un plateau. Et puis là, après ça, ça va diminuer. Moi, les adultes que je connais, les enfants qui sont devenus des adultes, en fait, puis les adultes que je connais, ils arrivent tous à contrôler les tics les plus, je dirais, socialement inacceptables. Okay. Alors, ils ne sacreront pas, ils vont se retenir, ils vont être capables de se mettre derrière la foule pour ne pas être en avant puis pour ne pas scandaliser les autres. Ils arrivent presque toujours à trouver des façons de faire. Tu sais, pour diminuer. Puis ça, c'est justement grâce aux valeurs que tu as continué d'inculquer, même si tu savais qu'il y a beaucoup de choses qu'ils n'étaient pas capables de contrôler vraiment. Il faut continuer quand même de donner ces valeurs-là pour que ce soit important pour eux, parce que ça, c'est vraiment une difficulté de contrôle. Chez les garçons, des fois, ça peut être un peu plus long que chez les filles, parce que la maturité cérébrale va faire en sorte que c'est plus retardé, mais ça rentre dans l'ordre beaucoup, beaucoup.